Ce soir en manchette, fermeture du centre Edna Charette, franc succès pour les matinées conférences et c'est bientôt la semaine québécoise de réduction des déchets. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du jeudi 16 octobre. On débute le bulletin ce soir avec la fermeture du centre Edna Charette dans le secteur de Bottignam. Le centre, qui offrait entre autres des vêtements à faible coût, fermera ses portes définitivement le 31 octobre prochain. Le bâtiment situé au 279 McPike doit enfin être rénové. Le bâtiment appartient à la ville de Gatineau qui, lors d'un partenariat en 2010, a prêté le local au centre d'entraide des aînés de Bottignam, le CEAB. La ville, suite à une expertise, a confirmé qu'elle ne rénoverait pas le bâtiment et que le prêt ne serait pas reconduit. Martin Lajeunesse est conseiller du district de Bottignam. Oui, on avait une location avec l'organisme à zéro coût que la ville assumait. Puis la ville assumait les réparations et l'entretien de la bâtisse. Maintenant, on est face à une situation que les spécialistes, on a fait évaluer la bâtisse. Il semblerait qu'il y aurait même un tank septique, alors par le passé qui est encore là. Les coûts, là, sans ça, on est à 180 000 L'organisme, on est assis avec eux autres pour essayer de trouver une autre place pour les localiser. Ils n'en ont pas. Il y a 2 organismes à Buckingham qui offrent sensiblement le même service. Et nous autres, on ne peut pas se permettre d'injecter 180 000 là, des taxes des gens pour une bâtisse que je crois qui n'en vaut pas la peine. Maintenant, moi, je trouve ça énormément triste par rapport au nom de Edna Charette. Depuis que je suis petit, Edna Charette a toujours œuvré à Buckingham avec les gens dans le besoin. Alors, moi, je veux maintenir son nom. On va travailler pour trouver un organisme, une cause avec le nom d'Edna Charette. Les membres du conseil d'administration ont décidé de fermer les portes du centre et de se concentrer sur leur deuxième mission, soit la table de Bethléem, qui offre plus de 5 000 repas aux élèves défavorisés par année. Concernant le bâtiment, les élus doivent consulter le dossier, mais M. Lajeunesse croit qu'ils opteront pour la démolition de l'édifice. On demeure dans le même ordre d'idée avec justement une nouvelle nomination au CEAB. Mme Émilie Barrette prend la présidence du conseil d'administration en relève à M. Gilles Lasselle. Mme Barrette est connue par son engagement dans le milieu communautaire, notamment entre autres à son souper de Noël. À Noël, on se rassemble. Mme Huguette Lasselle, quant à elle, devient responsable des bénévoles et des employés pour la table de Bethléem. Les matinées conférences du Centre Action Génération des aînés attirent bon nombre de personnes âgées. Les conférences portent sur plusieurs sujets et tous et chacun peuvent s'y retrouver. Une conférence a justement lieu le 15 octobre dernier. Le Centre Action Génération propose une panoplie d'activités pour les personnes âgées allant du cours de cuisine aux conférences sur la nutrition. La prochaine conférence portera sur l'arthrite. Vous pouvez déjà vous inscrire en téléphonant au centre au 819-281-4343. On peut écouter Mme Julie Mercier, coordonnatrice des activités. Le sujet de la conférence était sur la nutrition, comment bien s'alimenter après 50 ans. Et il y avait quand même plusieurs personnes, 34 personnes étaient présentes à l'événement. Et Véronique Ouellette-Saint-Denis, la nutritionniste du C3S Papineau, notre collaborateur pour cette conférence-là, a fait une conférence vraiment exceptionnelle. C'était très intéressant, très dynamique. On a même ri. Les matinées conférences sont très prisées et très appréciées de la part des personnes âgées. Mais comment le Centre Action Génération des aînés en est venu à les produire? Mme Julie Mercier a la réponse pour nous. Il y a eu un forum en 2009. On avait ressorti les besoins des aînés et des activités d'information. Ça faisait partie des demandes des aînés d'avoir des conférences. Et c'est également, ça sert à briser à briser l'isolement, également à rencontrer d'autres personnes, à se familiariser et à apprendre de nouvelles choses. C'est pas parce qu'on est aîné qu'on ne veut plus apprendre. La Semaine québécoise de réduction des déchets sous le thème « Réduire, c'est agir » se déroulera du 18 au 26 octobre prochain. De nombreuses activités auront lieu partout à Gatineau, notamment le vendredi 17 octobre avec les activités de la Valorifête au marché Notre-Dame. Un 5 à 7 aura lieu avec des conférenciers qui discuteront des bonnes pratiques environnementales. Une exposition d'œuvres d'art faites à partir de matériaux recyclés sera également sur place. Mme Delphine Azoulay du service de l'environnement nous trace le portrait des activités pour la fin de semaine à venir, nous explique également pourquoi cette semaine est importante pour Gatineau.
Alors, les activités que la ville de Gatineau tient en fin de semaine, ce sont tout d'abord 2 visites guidées de nos centres de tri. Donc, avec notre partenaire Tricentriste, il y aura la visite guidée du centre de tri des matières recyclables. Donc, ça se passe à la sortie du boulevard de l'aéroport, sur la rue Pierre-Ménard. C'est de 9 h à 15 h, donc des visites libres, vous pouvez vous présenter, puis on organise des groupes qui ont fait des visites guidées. Puis juste en face du centre Tricentriste, il y a l'écocentre de l'aéroparc, où la ville aussi organise des visites guidées donc, de notre écocentre pour expliquer quelles matières on accepte, puis qu'est-ce qu'on fait des matières qui sont acceptées à l'écocentre. C'est parce que c'est effectivement la semaine québécoise de réduction des déchets. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser la population à l'importance de réduire ces déchets parce qu'on pense, mais c'est sûr que la ville a mis en place beaucoup de programmes, on a le recyclage, on a le compostage, on a maintenant accès aux écocentres aussi, mais l'important pour nous aussi, c'est de dire aux citoyens que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est celui on essaye de réduire à la source, de réduire en amont avant de produire les déchets. Donc c'est sûr que la ville est là pour aider les citoyens à gérer leurs déchets après, et nous, on veut que les gens pensent à quels déchets ils vont produire. Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, est venue nous parler de la revitalisation de la ville de Bottignam il y a quelques temps. Une rencontre s'est déroulée hier, le 15 octobre, entre les entrepreneurs ayant pignon sur l'artère principale afin de définir la nouvelle identité de l'avenue. Environ 60 des commerçants se sont déplacés. L'objectif de la rencontre était d'aller chercher des idées afin de développer un plan marketing pour le projet de revitalisation. Des idées, oui, ont fusé, mais également des inquiétudes. Mme Lauzon nous donne plus de détails. En fait, taux de participation, 60 de taux de participation de l'ensemble des gens d'affaires de l'avenue de Bottignam, ou du moins de la zone. Mais aussi, on est allé plus large. Donc, on est allé vraiment jusqu'à pratiquement là, Jean Coutu, Super Club Vidéotron, jusqu'à le Parc du Landing. Donc, une belle représentation des commerçants. Puis, vraiment, on a eu des échanges là, pertinents, des échanges en même temps qui nous ont amenés, côté comité de valorisation commerciale, à se poser des questions puis se positionner pour offrir des soirées, ne serait-ce que pour s'exprimer. Parce qu'on sent qu'il y a des dossiers qui sont chauds, qui sont partagés par l'ensemble des gens, puis les gens veulent s'informer. C'est venu donner un coup d'envoi pour une communication commune entre les commerçants. Puis ça, c'est très bien parce que les gens, c'est en simplicité. La saison d'éthique d'Ormdas-Gamelin au football est sur le point de se terminer. J'ai discuté, oui, du positionnement des équipes avec Michel Roy, figure bien connue dans le monde du football, mais également du terrain synthétique et du programme Sport-Études. Voici l'entrevue. Avec M. Michel Roy, entraîneur d'éthique, figure bien connue au football. M. Roy, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, on va prendre catégorie par catégorie. Oui. La saison finit très bientôt. Comment vont premièrement les Benjamins? Benjamin, qui est vraiment notre équipe de plus jeunes, après 3 ans d'existence, ils font extrêmement bien. 4 victoires, 1 défaite. Le développement a été vraiment tout à fait exceptionnel. On voit de belles choses pour cette équipe-là cette année. Excellent du côté des cadets? Cadets, mais écoute, l'histoire se répète. Je crois qu'ils sont rendus à la 26e victoire consécutive. Année après année, ils dominent la Ligue. C'est pas très différent cette année, je pense. La qualité de joueurs, la qualité de coaching. Non, nos cadets font très, très, très bien. Évidemment, ils sont en première place de la division encore. Vous êtes entraîneur des juvéniles, comment ils vont? Les juvéniles vont extrêmement bien encore. Nous avons 6 victoires, aucune défaite cette année. Comme vous savez, on a 4 victoires, 4 finales consécutives. On en vise une 5e. On a une belle équipe. On est prêt. On est prêt pour les playoffs. Là. Moi, je veux savoir, ça fait, comme vous dites, il y a des succès par-dessus succès, oui, autant dans les trois catégories. Qu'est-ce qui fait justement le succès des Tigres dans ce gamin, toutes catégories confondues? Vous savez, nous, quand on a parti le programme, nous sommes à la 12e année, on était plus des gestionnaires que des entraîneurs de foot, si vous voulez. Nous, on a mis en place vraiment une structure administrative très solide, avec une mission, vision, structure administrative au niveau financier, etc. On a mis vraiment quelque chose de bien en place. On a mis en place des projets de développement, court, moyen, long terme, et on fait des ajustements annuels. On a vraiment bâti quelque chose avec une vision claire où on s'en va.
Puis on a mis non seulement des équipes solides sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. On offre la mise en forme, on a des projets extérieurs. C'est vraiment un programme de football et non 3 équipes de foot. Alors, je pense que c'est tout ça qui est la différence, quoi. Vous parlez d'ajustement à long terme, justement, à court terme, justement, ça a sorti il y a quelques temps dans les journaux, le changement de division. Nous, on regarde au niveau juvénile, possiblement changer de région, aller d'une division plus élevée à l'extérieur de l'Outaouais. C'est certain que nous, notre cœur est quand même dans notre petit coin, on aime beaucoup l'Outaouais, mais j'ai toujours dit aux gars, la journée que je ne participe pas au développement du programme, qu'on n'avance pas, c'est la journée que je vais partir. Je ne suis pas prêt à partir encore, on a plein de nouveaux projets, on prévoit changer notre équipe juvénile et peut-être cadet l'année prochaine dans une division, soit Laurentides-Lanaudière ou Lac-Saint-Louis. Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous ne changeriez pas de division, justement? Vous savez, la Ligue, en ce moment, c'est un petit peu boiteux. Après 12 ans d'existence, il y a eu très peu de développement. Certaines écoles font de très, très bonnes choses. Je ne veux pas non plus mettre un gros nuage noir là-dessus. Mais je pense qu'on a dû, au niveau régional, de se retrousser les manches puis réinventer un peu notre Ligue, etc. Mais il ne semble pas, dans plusieurs écoles, la volonté de le faire. Et nous, on ne veut pas vraiment rester en arrière. On a travaillé trop fort pour bâtir ce programme-là. On veut que ça continue à progresser. J'aimerais ça un jour emmener mon petit-fils, mes petits-fils, mes enfants à venir voir les Tigres. Alors, nous, on fait ça principalement pour le développement de notre programme. Mais évidemment, on regarde un peu le développement du football en Outaouais. On ne veut pas non plus mettre la Ligue en péril avec notre départ. Alors, on regarde tout ça. On regarde tout ça ensemble. Donc, ce n'est pas assuré que vous allez quitter la division l'an prochain? Disons que tous les entraîneurs administrateurs sont 100% unanimes à partir. Je pense que c'est une décision qui a été prise. Moi, je suis peut-être un peu plus le récalcitrant dans le sens que je préfère toujours attendre, voir les choses, mais moi, j'aurais gagé, c'est 99% à certains cas, juvéniles. Ça, c'est certain, on est parti, cadet possiblement. Je veux parler du fameux terrain synthétique. Oui. Le terrain synthétique, il y a plusieurs, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose comme 1 million déjà en banque. C'est bien ça? Nous avons environ 1 400 000 d'accumulés comme c'est là. Suite à la dernière rencontre, la commission scolaire est en marche pour mettre en place le protocole avec la Ville de Gatineau. Je dois vous avouer, depuis la dernière rencontre, j'ai vraiment senti une volonté claire de la Ville, de la commission scolaire, du moins de tous les intervenants, de vraiment travailler. On est presque rendu, là. Ça fait longtemps que je le dis, là, mais on est là. Je pense que l'objectif, c'est que 2015, on puisse aller jouer sur un beau terrain synthétique. On y sommes presque, là. Si on peut finaliser l'entente, le protocole avec la commission scolaire et la Ville, moi, je peux dire que c'est fait. Là. Mais on est vraiment sur la bonne voie. Vraiment sur la bonne voie. Je ne veux pas être défaitiste, mais qu'est-ce qui empêcherait, justement? Qu'est-ce qui vous met encore des bâtons dans les roues? Vous savez, c'est toujours une question. C'est très politique, vous savez. Le terrain appartient à la commission scolaire. Il y a une volonté de faire des choses. Mais vous savez, quand la commission scolaire, avec les compressions budgétaires, ça ne paraît pas trop bien d'injecter un 400-500 000 sur un terrain synthétique. Ceci étant dit, la commission scolaire travaille très, très fort pour mettre en place ce projet-là, tout en gardant quand même le service aux élèves. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Évidemment, nous attendons aussi le support de M. Yaraka, mais dans une période de compression budgétaire. C'est juste le contexte politique est un petit peu plus difficile, mais vous savez, après 5 et 6 ans d'avoir eu ce projet-là, moi, je suis extrêmement confiant qu'on va annoncer de bonnes choses très bientôt. Parfait. L'École Nicolas-Gatineau a annoncé une mise en place d'un sport-études pour le football. Ouais. Là, je veux qu'on démêle un peu quelque chose. Hormis dans ce gamin, ce n'est pas un programme sport-études que vous avez en football. Non, nous avons une voie sportive football depuis, je crois, c'est 7 ou 8 ans, que nous étions les premiers en Outaouais. Vous savez, quand ils ont annoncé le sport-études football Nicolas-Gatineau, plusieurs personnes, ça semblait être une grosse bombe. Je vais vous avouer que pour moi, ce n'est pas nécessairement une surprise. Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Le projet comme tel, si j'essaie de demeurer positif, nous, je ne pense pas que ça nous affecte beaucoup comme région, comme programme. Vous savez, si un jeune va aller jouer là, ça lui appartient. Je pense que le service qu'on offre à nos étudiants athlètes, c'est quand même assez exceptionnel. Des voyages à New York, etc. Je ne suis pas trop inquiète. Par contre, pour la Ligue, je ne suis pas convaincu que c'était vraiment un projet qui était bien. Je ne pense pas que le timing était très, très bon, ce projet, en ce moment-là. Tu vas chercher 2-3 meilleurs joueurs de plusieurs écoles, ils n'ont tout simplement pas d'équipe. Alors, on va voir. Moi, je ne suis pas trop, comme on dit en anglais, on va faire un wait and see là-dessus. Excellent, M. Roy. Merci beaucoup.
dans l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. On commence en football avec les Tigres. Ah oui, il y a beaucoup de nouveaux cette semaine. On va y aller tout de suite avec les résultats au niveau du juvénile. On sait qu'hier après-midi, mercredi, il y avait un match qui opposait les Tigres au Phoenix de Nicolas Gatineau. Un beau match quand même assez serré. Là. Ça s'est soldé. Le résultat, c'est 48-36 en faveur des Tigres. Grâce à cette victoire, les Tigres s'assurent du championnat là, de la section. Et dernière partie locale des Tigres aura lieu samedi prochain contre les mêmes porte-couleurs, les Phoenix de Nicolas Gatineau. Et en deuxième partie, on apprenait par le biais de info07.com que Nicolas Gatineau va implanter un programme de sport-études au niveau football. Le but ultime dans ça, c'est d'amener l'équipe en division 2A. On sait que dans le moment, dans la Ligue Subway, les juvéniles sont dans la Ligue B. Alors, on veut aller vers la Ligue A. Ça leur permet d'avoir un plus grand bassin et de pouvoir aller chercher des joueurs un peu partout là, en Outaouais. Donc, il pourrait y avoir des joueurs des Tigres optimalement qui pourraient s'en aller là. Ça reste à voir. Là. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai entendu Michel Roy dire Tigre un jour, Tigre toujours. Puis il y avait pas mal de monde qui croyait à ça. En tout cas, là-bas, ce qu'on dit, ça va augmenter le potentiel en jouant dans le A. Ils vont avoir la chance d'aller au Bol d'Or. Moi, ce que je trouve de valeur là, maintenant, c'est qu'il y avait quand même une belle ligue là, juvénile ici, puis là, on est en train de la démanteler par petits morceaux. On sait qu'en début de l'été, les Tigres avaient annoncé qu'ils s'en allaient là, du côté de la Ligue des Laurentides. Ils amèneraient possiblement avec eux là, les représentants de l'Érablière. Là, avec la nouvelle comme Nicolas Gatineau qui veut s'en aller directement dans la section A, je veux dire, là, en tout cas, je ne sais pas, mais il va falloir peut-être négocier beaucoup pour amener tout ce beau monde-là alentour de la même table et d'avoir les mêmes objectifs. Et on apprend que les discussions du côté de Nicolas Gatineau sont en cours depuis un an. Si on regarde les Tigres, ça fait un an qu'ils en parlaient aussi. Donc, en tout cas, tout ce beau monde-là n'est pas sur la même page au niveau football. C'est peut-être malheureux pour la Ligue. On change complètement de sport. Hockey, les Mustangs. Oui, on sait que la semaine dernière, Pierre Grandmaison avait fait une sortie assez virulente là, contre les joueurs au niveau là, de la discipline, puis au niveau aussi du jeu défensif. Ça a porté fruit parce qu'en fin de semaine dernière, ça a été 2 belles victoires. Ça a commencé vendredi soir avec une victoire de 4-2 ici au centre sportif contre les représentants d'Almont. Et dimanche, ça s'est poursuivi contre les Castors de Clarence. À Clarence, une victoire de 6-2. Alors là, on voit que la défensive a été là pendant les 2 matchs. Vous allez me dire, oui, quand tu donnes 2 points dans le junior, habituellement, tu gagnes. Oui, mais c'est ça. C'est peut-être des vérités, c'est peut-être des évidences, mais c'est ça. Rapidement, on parle des compteurs. Il y a quand même des joueurs là, du côté des Mustangs qui ont bon début de saison. Il y a Vincent Proulx, qui est présentement 2e là, au niveau des pointeurs de la Ligue avec 7 buts, 9 passes pour 16 points. Il y a aussi Michael Gervais qui va très bien avec 5 buts et 5 passes pour 10 points. Et Vincent Danfous, le capitaine, 1 but et 9 passes pour 10 points. Grosse fin de semaine de hockey. D'ailleurs, ça commence ce soir. Les Mustangs se rendent à Ottawa-Ouest pour y affronter les Golden Knights. On sait que les Golden Knights sont premiers. Et vendredi soir, à compter de 20h, au centre sportif, c'est les Junior Canadiens d'Ottawa-South qui seront les visiteurs. Donc, on joue contre la première et la deuxième position. Alors, l'équipe est maintenant rendue à 500. On espère. On va voir là, qu'est-ce que ça va donner. Du côté des Intrépides maintenant. Oui, on sait qu'au début de l'année, il y a certaines difficultés. On était une victoire et 6 défaites. On est allé chercher 3 points sur 4 en fin de semaine dernière. Une défaite en fusillade vendredi soir contre les représentants de Châteauguay, mais il faut comprendre que Châteauguay, là, c'est l'équipe qui domine. Belle victoire dimanche du côté du Rousseau Royal de Laval-Montréal. C'est tout un nom d'équipe de hockey, ça, madame. Une victoire de 6-3. Donc, la fiche de l'équipe présentement est de 5 victoires, 7 défaites, avec 2 défaites en prolongation. C'est bon pour 12 points. Alors, on voit là, le retour de l'équipe. Et vendredi soir, match très important aussi pour l'Intrépide. Il rencontre le Phoenix d'Esther Blondin. Et les 2 clubs sont nés à nez dans la 3e position. Donc, c'est la bataille pour la 3e place. Alors, on leur souhaite bonne chance.
Il y avait un combat de boxe, un gala de boxe plutôt. Oui, en fin de semaine dernière au Hilton du Lac-Limé. La carte principale mettait En vedette? En vedette, oui, merci beaucoup. Pascal Villeneuve, ben, il a remporté une belle décision unanime du côté des juges contre Eddie Gates de Moncton. Il faut rappeler que aussi du côté du Pro-Am, il y avait le volet amateur. Un combat qui opposait Derek Bouchard à Danick Croteau du club ici, BG de Buckingham. On sait que c'est le 3e affrontement entre ces deux boxeurs là, depuis un an environ. Ça a été une victoire de Derek Bouchard, mais encore un combat électrisant. Alors, c'est des noms à retenir ça, au niveau de la boxe amateur locale. Vanessa Lepage-Joannis, maintenant toujours en boxe. Oui, on a appris qu'elle ne pourra pas aller au championnat mondial parce qu'un peu plus tôt, en septembre, elle avait subi la défaite au Mexique au niveau d'un tournoi et dépendant des résultats des autres, ben, c'était là qu'elle pouvait se qualifier ou non. Malheureusement, elle ne pourra pas aller aux championnats mondiaux. Toutefois, elle va pouvoir participer au gala de boxe de la Petite Nation qui va avoir lieu le 15 novembre prochain. Donc, les amateurs de boxe, là, inscrivez ça à votre agenda, 15 novembre prochain. Comme elle dit, oui, elle est déçue, mais d'un autre côté, il faut comprendre là, que Mme Mademoiselle Lepage-Joannis, elle mesure 5 pieds 5. Et dans sa catégorie de poids, il y avait une fille qui mesure 6 pieds 8. Alors, elle se dit, ben peut-être que dans le fond, c'est un mal pour un bien. Son but ultime, c'est de participer aux Jeux olympiques dans la catégorie des 75 kg. Elle en a parlé avec Boxe Canada, la fédération, et ils sont tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est là-dessus qu'elle va axer son entraînement et elle va participer au championnat canadien, justement, qui va avoir lieu à la fin du mois, du 28 octobre au 1er novembre. Et on sait qu'elle est championne canadienne en titre. Alors, meilleure des chances pour la défense du titre. Voilà. Parfait. Et là, gros tournoi de curling qui s'en vient. Oui, c'est la semaine prochaine. Ça débute mardi, là, si j'additionne rapidement. C'est du 22 au 26 octobre. C'est le Challenge Château-Cartier. Ça a lieu ici même à Masson-Angers, au Centre sportif international. Et un peu plus tôt cette semaine, on a rencontré M. Alain Deschâtelet, qui est un des organisateurs de l'événement, et il nous a livré là, ses commentaires. La grosse différence, évidemment, les équipes élites, ce sont des équipes que l'on voit même aux Olympiques, ce sont des équipes dont l'objectif, évidemment, il y a de très grosses bourses et aussi de représenter leur pays lors des prochains Jeux olympiques. Donc, ce sont des équipes là, qui, dans certains cas, je pense à l'Écosse, je pense à la Suisse, ce sont des gens qui sont professionnellement là, des joueurs de curling. Et la même chose s'en vient maintenant au niveau des États-Unis. Et on a aussi les meilleures équipes canadiennes qui sont aussi avec nous. Écoutez, c'est sûr qu'après 6 années, la réputation du Challenge est maintenant reconnue à travers, on pourrait dire même à travers le monde. C'est grâce, évidemment, on peut dire les bénévoles, tout le comité organisateur, mais aussi c'est la qualité des glaces. On a un très, très bon technicien de glace. Donc, M. Joannette nous fait un excellent travail. On connaît l'édifice du centre sportif Robert Rochon. Donc, ça fait la 4e année. Donc, ça nous aide beaucoup. Et les équipes, évidemment, le combiné bourse et qualité des glaces, puis là, évidemment, l'hospitalité et tout ce qui entoure un tournoi, fait que les gens n'ont pas hésité. On a des gens de 6 pays cette année. Nous en sommes très fiers. Alors, mesdames et messieurs, du 22 au 26, ça se passe à Masson. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas assister à l'événement. Écoutez, le prix des billets est de 5 pour une admission quotidienne. Vous allez voir un volet là, international, mais il y a quand même un volet local aussi très intéressant, notamment, si on se souvient, l'an dernier, c'est Todd Butler, si ma mémoire est fidèle, qui avait remporté le tournoi. Alors, du 22 au 26, l'admission 5 centre sportif Robert Rochon. Excellent, ça marche kickboxing maintenant. Oui, effectivement. Il va y avoir une rencontre en fin de semaine. C'est Benoît Ladouceur, qui était champion du monde, mais qui a perdu son titre un peu plus tôt là, cet été contre Frédéric Kowatz. On sait que le gérant de M. Ladouceur, c'est Jean-Yves Thériault,
Ceux qui sont de mon âge, là, on se souvient, il a été champion mondial pendant de nombreuses années. Alors, c'est lui qui organise ce gala-là. C'est vendredi soir au Hilton du lac Limay. Combat revanche entre Benoît Ladouceur et Frédéric Kowatz, qui est un Français. Et il y a 10 combats, ou à peu près, là, qui vont venir compléter la carte. Le tout débute vers 20h ce vendredi. Parfait. Le cross-country à Papineauville. Oui, on sait que c'est un événement là, qui, à chaque année, là, attire une foule de participants. Bien, cette année, 2848 jeunes encore étaient au rendez-vous, provenant de 84 établissements scolaires de l'Outaouais. Alors, c'est réellement là, au niveau là, de la course, c'est l'événement majeur en Outaouais. C'était la 42e édition et l'organisation en a profité pour dévoiler un nouveau parcours de 2,5 km qui portera le nom de Jean-Sébastien Roy. Jean-Sébastien Roy était un bénévole de 14 ans à l'époque. Il est décédé lors de la tenue de l'événement en 1988. Alors, on a décidé de donner son nom au circuit, donc c'est un très beau geste. Il faut rappeler que ce cross-country-là servait à qualifier les 52 représentants, 52, pour le championnat provincial d'Amos le 25 octobre. Naturellement, le temps nous manque pour tous les nommer. On leur souhaite bonne chance dans cette belle ville de l'Abitibi. Amenez votre truc. Environ 30 secondes, l'équipe nationale de vélo. Oui, ben, c'est une idée de Frédéric Gates, c'est que l'Outaouais va avoir maintenant une équipe nationale, c'est-à-dire une équipe qui va pouvoir là, aller courir à l'échelle nationale dans les Grands Prix, exemple Grand Prix de Beauce, ici même là, le Grand Prix de Gatineau. Alors l'équipe, naturellement, est basée à Gatineau et il y a déjà une tête d'affiche, Jean-Sébastien Perron, qui a accepté de se joindre à l'équipe. On leur souhaite la meilleure des chances. Parfait. Merci beaucoup, François. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, des suggestions ou vous aimeriez qu'on ait couvert vos événements, je vous invite à m'écrire à nouvelle avec un s@tvc.qc.ca. Infomag fait relâche le mardi prochain dû au conseil municipal de la ville de Gatineau qui sera diffusé sur nos ondes. Donc, nous, on se reparle dans le cadre d'Infomag jeudi le 23 octobre. Mon nom est Josiane Hardy. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes et nous, on se reparle jeudi le 23. Infomag fait relâche mardi prochain. Passez une très bonne soirée. Merci.